Anne Fégonde-Noir. Anne Fégonde-Noir du PCRN. C'est mon épouse. Pourquoi vous partez du RDPC? Je pars du RDPC tout simplement parce qu'il y a des intellectuels camerounais, il faut qu'ils se méfient. Parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Quand un intellectuel peut venir soutenir un mensonge juridique, tromper la science, tromper les enfants qui écoutent, leurs étudiants qui les écoutent, parce qu'ils ont des intérêts matériels, parce qu'ils ont des intérêts pécuniaires, il y a un problème. L'intellectuel doit être au-dessus de ça. L'intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui cherche un poste. Et ce matin, nous recevons un candidat particulier, l'avocat au barreau du Cameroun. Il a annoncé sa candidature peu à l'élection présidentielle. Et il y a cette phrase choc qui a fait le tour de la toile. En octobre 2025, le peuple camerounais séchera les larmes et retrouvera le sourire. Nous sommes sur le plateau ce soir avec Christian Timbane Bono. Il est également avocat au barreau de Paris. C'est bien ça. Bonsoir. Oui, bonsoir Ernest. Bon, déjà pour le barreau de Paris, j'ai fait une omission. Une omission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me mets en retrait. Ah d'accord, pendant l'élection présidentielle? Oui, pendant l'élection présidentielle. Combien de temps? Ça fait longtemps. Christian Timbane Bono. Oui, déjà, bon, je voulais redire quelque chose. Je ne refuse pas de parler de la FECAFOOT. J'en parle souvent. Mais tout simplement que le moment n'est pas opportun. Hein. Comme tous les Camerounais le savent, ceux qui me suivent, je suis un serviteur de Dieu. Et lorsqu'on a ce genre d'émission, est-ce que vous pouvez permettre que je puisse quand même, ne serait-ce que prononcer quelques paroles, je ne voulais pas dire une prière, mais prononcer quelques paroles pour remercier le Seigneur, remercier ce moment que nous passions ici. Qui s'opposerait à la volonté d'un serviteur de Dieu de dire une prière, puisque la prière, elle profite à tout le monde. La prière est comme le soleil. Vous savez, c'est comme ce Thiro m'a dit, non? Oui. Le président Biya est comme le soleil. Quand il sort, c'est tout le monde qui en bénéficie. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce moment. Merci pour notre pays, le Cameroun. Merci pour cette chaîne de télévision qui nous accueille ce jour. Bénis notre président de la République, à qui le Dieu Tout-Puissant a voulu confier les rênes de notre destinée, de ce pays, pour qu'il lui donne plus de sagesse, d'humanisme, d'amour, afin d'amener le Cameroun vers des élections, ou une élection principalement cette présidentielle, qui nous amène vers des élections apaisées, des élections justes et transparentes, afin qu'il n'y ait pas de désordre, de contestation, et peut-être même guerre dans notre pays. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Si vous croyez à la parole biblique et que vous redites sur le plateau que le président de la République c'est une autorité, et une autorité, selon le chrétien, mérite d'être respectée, mais pourquoi vous contestez l'autorité? Pourquoi vous voulez prendre sa place? Non, vous confondez l'autorité. Je ne comprends pas, moi je pose des questions. Non, il y a une confusion entre l'autorité et la fonction qui est l'institution. Hein, si nous allons dans les textes grecs, on parle de exousa, c'est-à-dire que les autorités, l'institution. Parce que c'est Dieu qui a instauré ces autorités. Donc le président de la République, c'est un siège, c'est une institution. Et quand une personne est assise là, elle incarne l'institution et nous devons prier pour cette personne qui incarne l'institution. Mais pas pour prier pour qu'elle continue à rester au pouvoir, comme je le vois certains serviteurs de Dieu le faire, que oui, le Seigneur permet qu'il reste au pouvoir, qu'il reste là, qu'il reste là. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de prier pour que nous vivions dans la paix. Parce que c'est ça qui est écrit dans les Écritures. Permettez-nous de faire un parcours dans votre vie de jeunes, scolaires, professionnels, et puis ça permet à tout le monde de savoir qui vous êtes réellement, parce que nous on vous connaît, moi je vous connais à travers les réseaux sociaux. Voilà, donc moi je suis Timbane Bono, Benoît Christian. Alors je suis né le 20 août 1969 à Yaoundé. Je suis ressortissant du département du Dja et Lobo, dans la région du Sud. Le même département que le chef de l'État. Que le chef de l'État. Je suis fils de fonctionnaire, mon père était greffier, ma mère aussi a travaillé à la justice. Je suis devenu avocat par vocation. Moi, je n'ai jamais fait un autre concours. D'accord. Dans ma tête, c'était être avocat parce que je voulais défendre. Je suis un peu comme un justicier, même dans mon comportement de chaque jour. J'aime défendre ceux qui sont en difficulté. Je suis sensible à tout ça. À l'injustice. Et à l'injustice surtout. À quel moment vous devenez pasteur? J'ai une vocation, c'est une vocation aussi que je nourris depuis l'enfance. Et ça fait que en 2008, c'est là où je ressens le besoin de tout arrêter de la vie, ce qu'on appelle la vie mondaine. Politique, je n'ai pas toujours compris comment vous, pour devenir avocat, vous avez fait des études de droit. Oui. Mais la société des avocats, on va l'appeler ici, estime que ce n'est pas suffisant pour devenir avocat. Oui. Vous repartez, vous faites le concours du barreau, on vous apprend à plaider.
et vous devenez avocat. Oui. Mais comment du jour au lendemain on devient pasteur? Tout à l'heure, vous me dites que dans les églises, dans les religions, il y a les codes, il y a des règles. Parce que là-bas, ici ils ont reçu l'appel, mais on leur enseigne la théologie. Comment est-ce qu'on peut transmettre la parole de Dieu? Vous êtes en mesure d'expliquer la Bible. Comment? Si vous n'avez pas pris ça à l'école. Non. Oui. Maintenant, on n'apprend pas Dieu, on n'étudie pas Dieu. Qui peut étudier Dieu? Comment on fait pour être un fils de fonctionnaire? Oui. Être du Jai Lobo, être ancien militant du RDPC et du jour au lendemain, paf. Oui. On est au déjà, présent. je vais parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais déjà parler un peu de ce militantisme. Hein. Oui. Voilà, moi je suis d'une famille UPCiste. Ah, votre père était UPCiste? Ma famille. Mes deux oncles ont fait le trône de la mort de 1962. J'entre dans le RDPC. Mais c'est gros, non? Le RDPC a été créé en 1985. Oui, parce que... Mais il y a la radio. Oui, quand le président Biya accède au pouvoir, beaucoup de gens, l'information circulait. Bon, ceux qui étaient là à cette époque, on disait que c'est quelqu'un qui est un peu UPCiste. Vous savez, pour qu'il soit accepté. Oui, mais on peut comprendre qu'on dise qu'il était un peu UPCiste, mais ce que je veux dire, c'est que en 85, quand même, il y a les transistors, il y a les radios qui vous disent que c'est le RDPC. Vous avez quel âge en 85? Oui, en 85, je crois, à cette époque, j'avais pas 16 ans, j'avais 15 ans. Oui, mais 15 ans, c'est suffisant pour comprendre la différence entre RDPC et UPC. Non, il n'y avait pas dit. On nous a dit que RDPC, c'est rassemblement. Le rassemblement correspond à l'UPC, Union des populations. Mais c'est quand même gros, non? Que le R devienne le U. Oui, c'est le rassemblement, c'est l'union. On nous a dit, voilà. C'est comme ça que moi, j'adhère, on nous a dit, parce que moi je vous dis, ce qui m'a motivé à rentrer dans le D'accord, allez-y. Vous savez que c'était l'UPC, on ne pouvait pas appeler l'UPC parce que c'était interdit de prononcer UPC. Alors, quand j'intègre l'UPC, le RDPC, je suis immédiatement élu secrétaire de la section au JRDPC du GLOB, je crois. À quel âge? En fin d'année, j'avais 15 ans. À 15 ans, vous êtes président de la section au JRDPC? Non, pas président, secrétaire. À la secrétaire. Deuxième personnalité, oui, le secrétaire de la section OJ, avec une seule section au JRDPC. Il n'y avait qu'une seule section où j'étais dans tous les départements du Cameroun. Ouais. Vous étiez en classe mais je croyais que je devais être en seconde, oui, je crois en seconde ou en seconde. Ok. Et voilà, et moi je me rappelle à l'époque. RDPC allait déboucher dans le lycée alors, à l'époque? Il n'y avait pas, je crois que j'étais le seul jeune à cette époque dans ma classe. Oui. Les gens ne s'étaient pas intéressés à la politique. En fait, c'était pour dire que nous avons défendu le président, nous avons défendu le RDPC. J'étais un véritable militant du RDPC. Mais pourquoi vous partez du RDPC? Je pars du RDPC tout simplement parce que, en 2013, en 2011, dans le cadre, je suis chargé de mission du comité central. En 2015, à San Milima, dans le dialogue, dans la commune de San Milima, je crois que c'était pour les législatives et les municipales, je me rappelle, c'était en 2013. Et je leur ai dit que non, le président de la République ne peut plus se présenter, il ne doit plus se présenter, il faut maintenant qu'il y ait un renouvellement. J'avoue déjà que j'étais de l'aile progressiste dans le RDPC, là, mais bon, aujourd'hui, et on avait reçu les fougues de feu le secrétaire général du RDPC, monsieur Ndoumba. Monsieur Ndoumba, Charles Ndoumba. On avait reçu les fougues et beaucoup de personnes sont parties. Et alors on ne parlait plus de c'était le progressiste dans le RDPC. Et moi, donc j'étais toujours animé de ces idées-là. Et en 2013, au cours d'une réunion à San Milima, j'avais dit, c'était au chef de délégation, que le président ne devrait plus se présenter. À l'élection de 2006, se présenter, moi j'allais démissionner. Et en 2016-2017, il y a eu des appels à la candidature du président. C'est à ce moment-là que j'ai démissionné du RDPC et je soutiens notre candidat qui est M. Cabral Libi. J'ai beaucoup travaillé pour la candidature de M. Cabral Libi. Je peux le dire ici, et d'ailleurs il le dit, il le reconnaît. Je peux dire que j'ai été un de ses directeurs ou alors son directeur de campagne véritable. Ah, véritable, celui qui quitté là n'a pas fait son travail. Alors. Non, il faisait son travail, mais je vais dire que je travaillais. Il avait officiellement un directeur de campagne, mais je faisais un travail de back-office. Comment vous allez faire pour être candidat à l'élection présidentielle? Comment je vais faire, c'est-à-dire? Pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, il faut être investi par un parti politique qui a des élus. Oui. Vous m'avez annoncé en début d'émission que votre parti Héritage a été créé il y a quelques temps. Vous avez déposé quelques jours. Oui, et beaucoup de partis fonctionnent ici. Comment vous ferez pour être candidat? Pour être candidat, oui. Alors, puisque ce parti politique a été créé il n'y a pas longtemps. Ce parti politique qui a été créé, nous avons deux options. Il a des militants qui sont des élus à l'heure actuelle. Il y a des élus, je ne vais pas donner leur nom ici parce qu'ils seront en insécurité tout de suite. Le mandat impératif, il est là. Le débat n'est pas je vais donc expliquer. Il y a donc deux voies. Je vais expliquer. Si vous me permettez, j'explique calmement. Il y a deux voies qui nous permettent d'être candidats. Il
il y a la voie de la candidature indépendante, M. Timban Bomo, qui a besoin de 30 signatures, de 30 personnalités par région. Ouais. Les personnes originaires, ça veut dire quoi le conseiller municipal de Yaoundé, qui est originaire du Sud, ne peut pas me donner une signature? Ah non, mais là, attention, là, si on vous parle de ceux qui sont originaires du centre, on suppose que celui qui est élu dans le centre représente les intérêts du centre. Donc, à ce titre-là, si vous donnez son mandat, c'est comme... C'est votre interprétation, mais en droit, chacun va interpréter à sa manière. Cet article-là, cet article 121 qui fait polémique, est très mal rédigé. Il est, sur le plan juridique, c'est un article qu'on devrait... Mais pour le moment, il est là. C'est-à-dire quoi? Le texte dit que les candidats investis par un parti politique non représenté à l'Assemblée doivent avoir les signatures. Au Sénat, voilà, doivent avoir les 300 signatures. Donc, à contrario, quand on raisonne, ça veut dire qu'il y a des partis représentés qui n'ont pas besoin de... Oui. Qui n'ont pas besoin de signatures. Tout à fait. Or, il se trouve que il n'y a pas de parti représenté au sens de mandataire du parti. Je vais m'expliquer. Mandataire, ça veut dire quoi? Mandataire, le parti t'envoie le représenter et tu agis sous les ordres du parti, du parti qui t'envoie le représenter, qui est considéré comme ton mandant. Vous comprenez? Alors, le parti représenté ne peut pas exister dans ce sens en droit camerounais. Parce que le droit camerounais, je parle du droit camerounais, reconnaît le mandat représentatif. Le mandat impératif est nul. Que ce soit par la Constitution, mais aussi par la jurisprudence de la Cour suprême du Cameroun. Parce qu'il y a eu des jurisprudences. Oui, des jurisprudences. Ayapol. Je crois Ayapol, il y a d'autres jurisprudences, je crois, je sais pas, il y a des jurisprudences, en fait, je ne les ai pas ici. Le droit camerounais reconnaît le caractère représentatif des élus. Il ne reconnaît pas le caractère impératif des mandats. C'est le droit camerounais. En ce qui concerne les députés, la Constitution est claire là-dessus. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous représentez un parti politique dans un rapport mandataire. C'est-à-dire que voilà mon représentant, comme monsieur Obama est le représentant de BNews. Vous voyez, la représentation dont il est question à l'article 121, c'est une représentation idéologique. Et c'est ce qui se passe dans tous les pays. Dans tous les pays, quand on parle de partis représentés, je vais prendre le cas de la France. Vous entendez dire que le Parti socialiste, il représente le Parti socialiste, il représente le parti, je crois, LFI et tous les autres. En réalité, il ne s'agit pas d'une représentation mandataire, sinon on porte atteinte au caractère représentatif des mandats. C'est plutôt l'idéologie, c'est-à-dire que ces députés-là, ces élus qui sont dans les conseils, dans les assemblées, au Parlement, représentent l'idéologie de ces partis. C'est pour ça que vous entendez parler de députés de droite, députés de gauche. Et pour être représentés là-bas, ces partis-là se regroupent dans le cadre de ce qu'on appelle des groupes politiques ou groupes parlementaires. Ce sont des affinités politiques. Donc vous allez retrouver là dans le groupe parlementaire qu'il y a d'autres partis. Il n'y a pas seulement ce parti-là qui porte, vous prenez le cas du parti Renaissance du président Macron, il y a d'autres partis à l'intérieur. Donc c'est un groupe. On dit député Renaissance. Ça ne veut pas dire député du parti Renaissance. Non, c'est député du groupe politique. Donc affinité politique. Donc ceux qui défendent une idéologie. Par exemple, nous défendons la pêche nous défendons l'agriculture. Donc nous tous nous avons le même point de vue sur ce point-là, sur ce plan-là. Donc nous allons à l'Assemblée pour défendre, nous nous mettons ensemble pour défendre cette idéologie. À ce moment-là, on dit que les partis sont représentés. Parce que c'est leur idéologie qui est représentée. Et quelle est la conséquence juridique? Si vous permettez, c'est très important. Allez-y. Moi, je veux pas vous contredire sur la question parce que il y a tellement d'avis sur le mandat impératif. Non, les Camerounais sont. Et je pense que le débat sera guidé par le Conseil constitutionnel. Je ne veux pas évoquer ici ce que le professeur Magloire doit en penser. Non, le Conseil constitutionnel. Le professeur Olinga. Le Conseil constitutionnel du Cameroun ne peut pas inventer le droit. Cette affaire-ci, le Cameroun n'a pas inventé ça. Mais que dites-vous? Mais que dites-vous d'une déclaration antérieure
Non, attendez d'abord, NSI. Allez-y, mais je voulais vous... C'est pas une personne, c'est pas une question de personne. Oui. C'est une question de droit. Je suis en train de dire la notion de parti représenté ne peut pas renvoyer à la représentation mandataire-mandat. Sinon, on va violer un principe essentiel de droit qui remettrait même en question le fondement de la nation. Donc, ça fait que il y a ce qu'on appelle la transhumance politique qui est autorisée en droit camerounais et dans d'autres pays. On appelle aussi ça le nomadisme politique. Concernant du Cameroun, moi ça me surprendrait que le président Atangana, le professeur Mikwaché, le Kenneth Donfa, qui sont des juristes de haut vol, et tous les autres se permettraient de venir dire au Cameroun que la transhumance politique n'est pas autorisée. C'est sur quelle base? Ça veut dire quoi? Ils veulent remettre en question le mandat représentatif. Ils veulent remettre en question tout. J'ai appris certains universitaires dit que oui, la Constitution, on n'a pas à recourir à la Constitution. Or, si vous prenez l'article... Pour ça, Magloire, on doit dire qu'il n'y a pas de débat sur le mandat impératif. C'est un mensonge médiatique et le mandat impératif est clair. Le mandat est clair. Je ne veux pas parler du professeur Ondoa parce que c'est quelqu'un que je respecte, mais je vais vous dire qu'il s'est trompé. Et je sais que... Ah, mais c'est grave ça. Je sais que scientifiquement, il ne peut pas défendre ça dans un lieu où il y a des intellectuels, des juristes. Il ne peut pas le défendre. Parce que je connais son honnêteté intellectuelle. Il a fait dans le cadre partisan, il a été invité dans une chaîne de télévision du cabinet civil de la présidence de la République. Il n'a pas été invité dans un forum où il y a des intellectuels pour parler du droit. Le professeur Magloire Ondoa, c'est quelqu'un que je respecte, c'est un grand intellectuel, mais il a été là dans le cadre partisan et il a donné ce qu'on lui a demandé de dire. D'accord. Moi, je ne voudrais pas. Et ça, je déplore. On va sur le mandat impératif. Je vais vous suggérer quelque chose. Puisque sur le mandat impératif, je n'ai peut-être pas les armes épistémologiques pour discuter avec vous sur la question. Moi, ce n'est même pas... Je ne suis pas là pour vous convaincre que vous ayez raison ou tort. Je suis prêt à organiser un débat avec le professeur Onangini bien sûr. Et vous sur le mandat impératif. Oui, absolument. Ça vous convient? Oui, ça me convient. Passons. Donc pour vous allez passer par soit la transhumance politique. Soit le parti a les 300 signatures, soit nous allons passer par la transhumance politique qui est protégée et qui est garantie non seulement par la Constitution. Vous voyez très bien que le code électoral se réfère aussi à la Constitution. Donc ceux qui vont vous dire que non, la Constitution n'a rien à voir avec le code électoral se trompent. Et si ces personnes insistent de le dire, si elles insistent de le dire, moi j'évoquerai l'article 128 du code électoral qui dit que les députés, il n'y a pas de prorogation, qui ne prévoit pas de prorogation du mandat des députés. Mais ce mandat est prorogé sur la base de la Constitution. Donc parler de députés, de présidents de la République d'élection et tout le reste, et dire que la Constitution n'a rien à voir, c'est triste. Je ne voulais pas employer un mot pour le dire. Et il y a des intellectuels, et ça vraiment, je vais le dire ici, il y a des intellectuels camerounais, il faut qu'ils se méfient. Parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Quand un intellectuel peut venir soutenir un mensonge juridique, tromper la science, tromper les enfants qui écoutent, leurs étudiants qui les écoutent, parce qu'ils ont des intérêts matériels, parce qu'ils ont des intérêts pécuniaires, il y a un problème. L'intellectuel doit être au-dessus de ça. L'intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui cherche un poste. C'est pour ça que nous autres, nous respectons des intellectuels comme Eboussi Boulaga, des personnes qui étaient détachées du matériel, Hubert Mononjana et tous les autres. Qui étaient détachés, c'était ça les vrais intellectuels. Ces intellectuels qui veulent avoir des belles voitures, qui veulent avoir des VX, qui veulent rouler qui veulent habiter des grosses maisons, qui veulent voyager, qui veulent vivre la belle, ce ne sont pas des intellectuels. Ils n'ont qu'à faire autre chose. Parce qu'un intellectuel, c'est la science. Il protège la science. Il veille à ce qu'on ne s'amuse pas avec la science. Un professeur d'université ne peut pas venir s'asseoir et dire que la transhumance politique n'existe pas. La transhumance politique ne permet pas d'avoir des députés, ne permet pas de dire qu'on est représenté. Et ils le disent. Et ils veulent faire accepter ça en conseil constitutionnel dans un pays. Que se passera-t-il si, à la veille de l'élection présidentielle à venir, la transhumance, nomadisme, qui n'est ni limité ni contrôlé politique, évoqué par Maître Ntimbane, tournait à son désavantage? D'accord. Si votre candidature n'est pas retenue, c'est une hypothèse. Oui. Est-ce qu'il est possible pour vous de rejoindre? Elle ne serait pas retenue, pourquoi? Ah, c'est une hypothèse. Non. C'est pas moi. Non, je ne peux pas. C'est comme vous ne voulez pas admettre qu'il peut arriver qu'elle ne soit pas retenue? Non, c'est pas possible. C'est pas possible sur le plan du droit.
C'est pas possible sur le plan du droit. Ma candidature c'est au vu de la loi, c'est au vu du droit. Les candidatures, c'est pas une affaire subjective, c'est pas du subjectivisme qu'un juge va décider de faire ce qu'il veut. Non, la loi est claire. Si vous avez des militants qui ont la qualité d'élus, Conseil constitutionnel. Et moi, je vous pose une question simple. Ça ne pose pas, ça ne si jamais l'interprétation n'est pas en votre faveur, vous ferez quoi? Mais je ne sais pas, vous me posez une question, c'est comme si vous me demandez le sexe des anges. Je vous dis que ce n'est pas une possibilité en l'état actuel, puisque j'ai des élus. Mais moi, je pense que demander à ma femme de partir de son parti où elle est responsable, pour vous rejoindre, pour me rejoindre, c'est aussi quand même quelque part. Est-ce que c'est pas de l'égoïsme? C'est la cohérence. Non, la cohérence. C'est vous qui parlez de cohérence, parce que est-ce que vous permettez? Ma mère, je vous ai dit, ma mère était présidente des femmes de l'UNDP. Mais votre père était candidat à rien. Mon père, mon père était un haut responsable politique. Mais oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, moi je ne fonctionne pas avec ça. Non, est-ce que vous permettez? Permettez. Vous êtes habitué à voir des femmes de première dame, à voir les enfants du président. Ça, c'est la mentalité occidentale. Dites-nous, ça va vous rejoindre. Non, je ne peux pas le dire. Je vous ai dit que elle ne pouvait pas me rejoindre. Oui. Parce que elle a des responsabilités dans son parti et son parti travaille des moments difficiles et elle doit être là et c'est une question de loyauté. Maintenant, ce soir... Ah, c'est vous qui n'êtes pas loyal. Je suis en train de parler... Si vous étiez loyal, vous la rejoindrez. Non, ce n'est pas ça. Parce que vous vous dites, mon épouse est dans un combat, je la rejoins, on va accompagner un parti qui est en difficulté ensemble. Ce n'est pas son combat personnel, c'est un combat politique. C'est-à-dire quoi? Elle défend des idées que moi je ne défends peut-être pas. Donc je ne suis pas obligé d'aller défendre ces idées-là parce que c'est mon épouse. Mon épouse n'est pas obligée de venir défendre mes idées. Parce que c'est des idées politiques, NS. Il y a quand même la liberté des individus. Et vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je vois mal un homme en train d'imposer à ses enfants de le suivre dans sa façon de voir le monde. C'est pour ça que vous allez trouver dans certaines familles, moi je l'ai vu en Occident, le papa est écologiste, la femme est socialiste, les enfants sont de droite. Mais il y a la vie familiale. Et le soir, ils discutent, disant oh, ben, ton candidat il n'est pas bon, ton sujet n'est pas bon. Mais je n'ai pas à demander à ma femme d'avoir les mêmes idées que moi parce que c'est ma femme. Ma femme n'a pas à me demander d'avoir les mêmes idées politiques qu'elle. Est-ce qu'on doit... Ça, c'est pas, on doit croire qu'elle croit en vous, alors? Non, ça n'est pas une affaire de croire en moi. Mais quoi, vous portez un projet politique, vous demandez aux Camerounais de vous élire, vous n'arrivez pas à la convaincre elle. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la caporalisation des émotions. Je ne suis pas pour la caporalisation des émotions. Chacun a son ressenti. Vous savez, ça frustre aussi dans des foyers où des femmes sont obligées de supporter parfois des partis qu'elles ne veulent pas supporter. Vous trouvez une femme qui dit non, moi j'aime plutôt ce parti. Et vous allez trouver une femme qui est dans une maison en train de dire là maintenant à son mari qui est au responsable du RDPC que Maître Timban, moi je crois que c'est... Et son mari dit ah, non, nous sommes du RDPC, si tu tentes ça, on va divorcer. Vous trouvez que c'est juste? Non, je ne trouve pas que c'est juste. Voilà, donc c'est pour ça que je dis... Voilà, donc c'est pour ça que je dis... Quand vous serez en campagne... Maintenant, donc ce n'est pas une affaire que ma femme... Vous avez dit que votre épouse est un haut responsable d'un parti politique. Oui. Bien évidemment. Moi, ici, à BNews, on avait un haut responsable qui a dû démissionner. Bon, pas démissionner, qui s'est mis en retrait le temps de la campagne. Que se passera-t-il pendant la campagne? Parce qu'en campagne, parfois, on a besoin de voir le candidat, de montrer la stabilité d'une famille, être avec celle qui est sa compagne. Elle sera en campagne pour une formation au nord, ou vous serez au sud. Mais j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas que là... Moi, je comprends. Je veux comprendre plus. Là, c'est un cas spécial. Oui. Ce n'est pas une femme qui ne fait pas la politique. Ce n'est pas une femme qui n'a pas d'idée. Là, vous voyez, le cas est différent. Si c'était une femme, la femme qui est fonctionnaire ou bien femme au foyer, maman, mais c'est tout à fait normal qu'elle vienne. Mais là, elle défend une idéologie. Elle est une femme politique forte. Vous ne lui demanderez pas de lâcher ses camarades avec lesquels elles ont conçu quelque chose pour venir me suivre par convenance que c'est mon mari. Il faut qu'on sorte de ça. Je ne suis pas ce genre d'homme. Okay. Moi, je pense que tous les hommes naissent égaux et que les hommes... Maintenant, en ce qui concerne le foyer, elle a des obligations de femme, j'ai des obligations de mari. Ça, c'est autre chose. Donc, il ne faut pas mélanger. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir la société. Cette façon de voir la société est très dangereuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
la femme. On a créé tout un ministère de la condition féminine. Je ne dis pas que les femmes... D'abord, quand on parle d'égalité homme-femme, il n'y a pas de supériorité de l'homme par rapport à la femme. Mais dans la vie pratique, dans nos croyances, dans notre foi, c'est le mari qui est supérieur à la femme. Et à ce moment-là, quand le mari est supérieur à la femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une domination, mais c'est dans le cadre du mariage. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est comme si un homme qui dit à sa femme, je suis ton mari, ne va pas travailler parce que je suis ton mari. Vous voyez ça, il y a des situations comme celle-là. D'accord. Quand vous voyez, on me signale déjà qu'on est allé au-delà, mais on va encore prendre une dizaine de minutes. Avant, je rappelle à d'autres téléspectateurs, avant de poser la question relative à votre compagne, j'ai demandé votre autorisation en off. Oui, bien sûr. Alors, je vais demander une deuxième autorisation. Il y a plein de téléspectateurs qui demandent, c'est qui la dame en question? Est-ce que vous autorisez? Mais donnez son nom. Mais allez-y, donnez alors. Mais allez-y. Mais non, je vous laisse je préfère, non, vous êtes journaliste, donnez. Puisque vous avez posé la question, dites que votre épouse c'est elle. Je n'ai pas, c'est mon épouse. Pourquoi je l'aurais dit? Ah d'accord. Son épouse, c'est Madame Noua, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Anne Fégonde Noua. Anne Fégonde Noua du PCRN, c'est elle qui est votre. Oui, c'est mon épouse. Mais moi, puisque vous avez donné le nom maintenant, je peux poser une autre question. Oui. Et parce que je n'ai pas voulu évoquer la question, mais vous êtes très ouvert et Dieu merci d'avoir un invité comme ça. Je connais Anne Fégonde. Elle a des convictions, elle est ferme. Elle croit en Dieu. Mais parce que là encore, c'est grave. Vous êtes tous les deux croyants, vous êtes pasteur. Je la vois régulièrement. Chaque fois quand j'appelle pour l'émission, elle me dit Ernest, je dois aller au culte aujourd'hui. Mais vous devez la convaincre. C'est un impératif. On ne parle pas de mandat là. On parle d'un impératif. Si vous, en tant que pasteur, imaginez un peu que vous soyez pasteur, vous êtes pasteur. Imaginez un peu que votre épouse doit aller à l'église catholique alors que vous êtes protestant. Ça se fait, ça existe. Si vous ne pouvez pas vous-même ramener votre femme sur le chemin de la raison. Il y a des couples musulmans, le mari est musulman, la femme est chrétienne. Mais ces couples-là ne sont candidats à rien. Oui, mais non, vous avez pris un exemple. Je vous dis donc que que vous avez pris l'exemple, je vous dis que ça existe, ça. D'accord. Bon, on retient que le prochain président de la République, si jamais l'honorable Cabral lui cède le parti à Anne Fégonde, et que le PCRN est deuxième à l'élection présidentielle, on aura dans vos palais le président de la République et le principal opposant du président de la République. Oui, mais attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Allez-y. Ernest Obama. Oui. Vous savez, vous prenez un exemple. Je vous rappelle déjà, sans vous couper, qu'on a fait le fact-checking. Vous avez parfaitement raison. J'ai demandé à un de mes collaborateurs de faire le fact-checking. Le document est authentique, le document d'Interpol. C'est ce qu'Interpol a dit. Mais c'est tout ce qu'on retient pour le moment. Ce que vous avez cité comme source, un rapport d'Interpol, c'est vrai. Allez-y. Bon, alors, c'est un couple spécial parce que nous sommes des hommes politiques. Vous comprenez? Et quand on fait la politique, ce sont des idées. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées. Vous comprenez? On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées. Les idées rentrent dans ce qu'on appelle les convictions, les émotions, le ressenti. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes choses. Mais ma femme peut être de l'opposition et critique mes idées. Parce que moi déjà, quand je suis président de la République, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura une première dame qui sera influente. Vous avez compris? La présidence de la République chez moi ne se gère pas dans la chambre. J'ai des camarades du parti qui sont là, par exemple, des membres du gouvernement. Il y a une présidence qui se gère dans la chambre. Un premier ministre. Est-ce que la présidence se gère dans la chambre? Ça existe parce que dans les pays où on dit que il y a des femmes de première dame, il y a des femmes qui sont influentes, vous avez suivi l'histoire de Ceausescu en Roumanie. Cette femme-là, vous avez suivi l'histoire du président. Vous avez l'histoire du président de la Tunisie. La première dame, de fait, est influente. De fait, dans tous les pays. Non, elle influence sur quoi? Si elle est fonctionnaire, si ma femme... Prenons la première dame, si elle prend un acte, par exemple, comme celle du Cameroun, l'action sociale, en le faisant, elle devient d'une manière ou d'une autre, sans même le vouloir, ce n'est pas ma façon de voir. Ma femme n'a pas fait... Elle va rester à la cuisine, votre femme? Non, mais elle travaille. Si elle fait sa politique, elle fait sa politique. Ah, elle reste en politique? Oui, mais c'est son travail, c'est sa vie. En fait, vous n'arrivez pas à faire la distinction. C'est parce que vous ne comprenez pas certaines choses. Ah, mais je comprends. Mais c'est vous qui ne voulez pas comprendre. Vous voulez ramener tout le monde à un mode de fonctionnement que j'appellerais archaïque. Le monde évolue. La femme
n'est plus cette ménagère à qui on disait de faire ce qu'elle... Donnez-moi un exemple dans le monde entier où le mari d'un chef d'État, la femme d'un chef d'État appartient à une autre formation politique. Mais ce n'est pas des femmes politiques. Vous connaissez des femmes politiques? C'est souvent des maris ou bien des femmes qui ne font pas la politique. Mais c'est pour ça que je vous ai dit... On a connu quand même des femmes politiques. Madame Ségolène Royal oui, mais a eu plusieurs enfants avec Hollande. Hollande ne l'a pas soutenu. Ah, mais vous vous rappelez, non? Hollande était le premier à tirer sur... Non, mais ils avaient des enfants. Mais c'est votre exemple, vous prenez cet exemple. Je vous dis, le mari, bon, moi je... Bon, il n'y en a pas. Je veux prendre... Moi, je prends Ramayad, son mari elle était de la droite, son mari était socialiste. Il y a des couples comme ça existe. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre la fonction présidentielle. La fonction présidentielle n'est pas... Moi, j'entends souvent les gens, on va passer par la cuisine. Avec moi, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier ministre qui a des fonctions exécutives, il y a des collaborateurs, il y a des ministres qui vont jouer effectivement leur rôle. Ouais. Et je serai là pour faire des arbitrages. Je ne serai pas là pour écouter ma femme. Ça ne se passe pas. Déjà dans ma vie, je gère mes dossiers. Elle peut vous le dire. Je ne la consulte pas pour dire, ah, j'ai tel dossier, qu'est-ce que tu penses? Voilà. Donc moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, ce qui est important vous n'êtes pas dans l'archaïsme. Oui, Ernest, je vais vous dire quelque chose. Oui. Ce que je veux, c'est que moi, je regarde. Hein, ma vie privée n'est pas importante. Les problèmes du Cameroun sont tellement graves. La situation de ces pays est tellement grave.